Merci de m'avoir invité à parler non pas de diagnostic prénatal non invasif, mais de dépistage prénatal non invasif. Vous allez voir la nuance. D'abord, un rappel de là où on en est dans le dépistage prénatal des anomalies chromosomiques en France en 2017. On n'a pas eu besoin d'être non invasif pour aboutir, d'abord avec les amniosynthèses depuis les années 70, ensuite avec des risques, des dépistages combinés qui reposent sur l'évaluation liée à l'âge de la patiente, à des prises de sang permettant de doser des marqueurs sériques produits par le placenta, à des données échographiques. On n'a pas attendu le dépistage non invasif pour arriver à un taux de dépistage des anomalies chromosomiques qui est proche de 90 à 95% dans ce pays, avec, dans la majorité des cas, des couples qui, confrontés au diagnostic notamment d'une trisomie 21, optent pour une demande d'interruption médicale de grossesse. Ce qui a fait se poser la question à beaucoup de personnes, est-ce qu'on est dans une démarche d'éradication de cette maladie ou non, voulue par les pouvoirs publics, ou simplement dans une démarche d'identification des risques pendant la grossesse afin de donner aux couples qui le désiraient et qui avaient été informés des implications possibles, afin de leur donner le choix d'avoir ou non cette information et de pouvoir y réagir. Alors, qu'amène le dépistage prénatal non invasif? Qu'est-ce que c'est que le dépistage prénatal non invasif? Eh bien, ça repose sur un monsieur qui s'appelle Lo, L-O-O, qui est un Chinois de Hong Kong et qui a montré en 1997 que dans le sang maternel, il y avait des cellules, il y avait aussi du sérum, qui est le liquide très grossièrement autour des cellules, et que dans ce liquide, dans ce sérum, il y avait de l'ADN circulant en dehors des cellules. Et que 90% de cet ADN circulant vient de la mère et 10% du bébé, et 10% de l'ADN circulant vient du bébé, du fœtus. Et donc maintenant, en faisant une simple prise de sang maternelle, on peut identifier beaucoup de pathologies fétales. La première qui a été rapportée, c'est l'identification du rhésus fœtal dans le sang maternel, qui était très utile dans certaines pathologies d'immunisation rhésus. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait assez facilement identifier la trisomie 21 en faisant du séquençage multiple en parallèle. Qu'est-ce que c'est que le séquençage multiple en parallèle? Eh bien, c'est très simple, c'est séquencer la quantité d'ADN pour chaque chromosome, de 1 à 22, puisqu'on a 22 paires de chromosomes, plus les chromosomes sexuels. Et donc, on regarde le niveau d'ADN du chromosome 1, du chromosome 2, du 3, jusqu'à 22, et on se dit, voilà le niveau d'ADN mère plus fœtus. Et si on en trouve plus que ce qu'il y a de prévu, en regardant tous les chromosomes, eh bien, en ce qui concerne le chromosome 21, la mère n'est pas trisomique. Si on trouve un excès de matériel génétique venant du chromosome 21, ça veut dire qu'il y a plus de 99 chances sur 100 que le fœtus soit trisomique. Et à ce moment-là, on le confirme par une amniosynthèse. Quel est l'avantage de cette technique? De passer de 95 à 99% de dépistage, bon, ça n'est pas le principal, mais surtout de permettre d'éviter la réalisation d'une amniosynthèse. Le risque d'une amniosynthèse dans des mains entraînées est entre 1 et à 2 pour 1000, mais dans des mains plus perfectibles, il peut atteindre 1%. Et c'est simplement le désir de ne pas perdre des fœtus qui étaient sains, puisque selon les anciennes techniques de dépistage, quand on faisait une amniosynthèse, pour 100 amniosynthèses qu'on faisait, on trouvait 5 ou 6 fœtus trisomiques. Toutes les autres mamans avaient pris le risque d'avoir une fausse couche en ayant un résultat normal. Là, on va faire simplement des amniosynthèses aux patients pour lesquels ce résultat est positif. Donc, simple amélioration technique pour diminuer le nombre de fausses couches et d'ailleurs diminuer le nombre de prélèvements.
Quand j'ai pris la responsabilité de mon service en 2007, il y avait 1500 amniosynthèses par an. Nous en avons fait 200 l'année dernière. Tout simplement parce que nous réservons simplement les amniosynthèses au cas d'anomalies fétales, au cas de risque d'infection fétale pour lesquels il y a besoin d'avoir vraiment un accès au compartiment fœtal. Mais bien évidemment, le problème, c'est que dès lors qu'on a accès à l'ADN du fœtus, c'est un ADN petit, en petits morceaux, on sait le réparer, on sait le séquencer. Le génome complet du fœtus a été publié dans Nature en 2012 sur une simple prise de sang maternelle. Dès lors qu'on a accès à ce type d'information par une simple prise de sang, eh bien on peut tout chercher. Alors, qu'est-ce qu'on cherche actuellement ? Les principales trisomies, les trisomies 13, 21 et 18. Et puis, on s'est mis à pouvoir identifier d'autres anomalies. Deux grands types d'anomalies. D'une part, ce qu'on appelle des microdélétions. Qu'est-ce que c'est les microdélétions ? Quand vous regardez le tableau de toutes les horreurs qui peuvent arriver pendant la grossesse, et Dieu merci, elles n'arrivent que très rarement, on se rend compte que la principale cause de retard mental, c'est la trisomie 21. Et puis juste derrière, il y a par exemple une anomalie qui s'appelle le syndrome de DiGeorge, qui est une microdélétion du chromosome 22. Cette microdélétion du chromosome 22, elle induit la deuxième cause d'anomalie de congenital heart defect, d'anomalie congénitale cardiaque, de malformation cardiaque. C'est la deuxième cause de retard mental derrière la trisomie 21. C'est la cause la plus fréquente d'anomalie du palais avec tous les troubles de la déglutition et de la phonation qu'il peut y avoir derrière. Bref, ce sont des petites anomalies chromosomiques de quelques mégabases. Et ça, maintenant, on peut les identifier sur l'ADN fœtal dans le sang maternel, avec des résultats qui sont parfaitement validés, qui s'améliorent de jour en jour. Et bien sûr, les choses qu'on cherche, ce sont les microdélétions qui sont potentiellement responsables de handicaps neurodéveloppementaux importants. Il n'est pas question de s'orienter vers de simples portages de traits physiques. Mais donc ces microdélétions peuvent maintenant être identifiées. Et puis, derrière, on va tomber également sur un autre type d'anomalies qui sont les anomalies des chromosomes sexuels. Qu'est-ce que c'est les anomalies des chromosomes sexuels ? Syndrome de Turner, 45X0, ce sont des filles à qui il manque un des deux X. Ou syndrome de Turner, 46XXY, ce sont des garçons qui ont un X de trop. Là, ça devient déjà plus compliqué et plus tangent sur le plan de l'éthique médicale parce que petit décalage de QI, mais passer d'un QI simplement un décalage de 20 points de QI, quand le général de Gaulle avait entendu prononcer Morocon, il avait répondu « vaste programme ». Si on commence à s'intéresser à tous les gens qui ont 20 points de QI de moins, ça va être un problème. Et puis, ils ont également un certain nombre de particularités qui sont des stérilités, des troubles de croissance, des troubles du comportement. En même temps, c'est pas rien, avoir un syndrome de Turner et de Klinefelter. Et donc, les parents qui sont confrontés à ce type de diagnostic, qu'on a toujours trouvé sur les amniosynthèses chaque fois qu'on en pratiquait, eh bien, les parents ont besoin d'informations, de support, de soutien. Et dans certains cas, après avoir fait le tour de tous ces médecins, certains demandent des interruptions médicales de grossesse, dont le nombre est d'autant moins important qu'ils ont été correctement entourés, informés et pris en charge. Toujours est-il qu'on est donc actuellement à une croisée des chemins. Le problème n'est pas le dépistage de la trisomie 21. De toute manière, avant même le dépistage prénatal non invasif, on était à plus de 95% de dépistage. C'est une avancée de pouvoir diminuer le nombre de prélèvements fœtaux et de pouvoir diminuer le risque de fausse couche de fœtus qui n'avaient rien. Dans mon service, depuis que j'ai commencé ces dépistages non invasifs en janvier 2013, il n'y avait pas de labo en France qui le faisait. Donc je me suis adressé à la société qui avait la plus grande expertise aux États-Unis.
Et depuis cette date-là, on en a fait 7000. Donc bien évidemment, on rend service à tout un tas de patientes et on a eu tout un tas de réunions avec les équipes de l'Agence régionale de santé pour que cette étude pilote se généralise et que toutes les femmes qui sont susceptibles de pouvoir bénéficier de ce type de prélèvement puissent en bénéficier avec un accès facilité par les systèmes sociaux. Mais donc on est au-delà du dépistage de trisomie 21, d'une part au dépistage des microdélétions, au dépistage des anomalies des chromosomes sexuels, et même au dépistage en whole genome. Qu'est-ce que c'est le whole genome? C'est-à-dire que maintenant, on est capable de dire à une patiente qui a fait ces tests-là, que j'envoie toujours aux États-Unis tout en travaillant sur un transfert de technologie, en permettant de dire à une patiente, eh bien, on est désolé, mais votre enfant a une délétion il y a une forte suspicion que votre enfant a une délétion sur le chromosome 22, par exemple, pour le syndrome de Digeorge, ou d'autres anomalies, dont certaines sont très rares. Et cette anomalie, délétion du chromosome 11, syndrome de Jacobsen, délétion sur le chromosome 8, syndrome de Williams, qui donne des retards mentaux profonds et des anomalies cardiaques. Donc on se retrouve dans des situations où on peut aller encore plus loin chez les patientes, avec toujours la nécessité de confirmer ce qu'on a trouvé par une amniosynthèse, parce qu'une des grandes caractéristiques de ces tests, c'est qu'ils ont un petit pourcentage d'échecs, mais surtout un petit pourcentage de faux positifs, d'examens faussement positifs. Pourquoi on peut avoir des faux positifs quand on regarde l'ADN du fœtus dans la circulation maternelle? C'est parce qu'on regarde tout. Et imaginez une jeune femme qui a une grossesse gémellaire, avec un des deux fœtus qui soit trisomique, qui s'arrête tout de suite, dont on ne voit même pas la trace à l'échographie. L'excès d'ADN persistera dans la circulation maternelle et on aura un résultat faussement positif. Donc tout résultat positif, quand on fait un test non invasif, doit être contrôlé par une amniosynthèse. Et donc ça m'amène à l'idée que, depuis le début, on voit les différentes sociétés savantes, en France ou aux États-Unis, qui commencent à dire non, ça n'est pas encore justifié, et puis finalement on a suffisamment de data pour que ça soit justifié. Alors les Français en sont au dépistage des trisomies 13, 18, 21. Les Américains, l'American College des médecins généticiens en août 2016 dit il faut informer toutes les femmes de la possibilité d'avoir les dépistages dont je viens de vous parler. Et on est donc à l'orée d'un profond bouleversement des techniques de dépistage prénatal. La science le permet. Et je suis, en tant que coordonnateur d'un des 49 centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, dans une situation très favorable, puisque toute décision est validée par une réunion où il y a des pédiatres, des généticiens, des chirurgiens, des psychologues, des obstétriciens. Et donc, bien évidemment, on est très contrôlé sur ce qu'on fait et on ne fait pas n'importe quoi. Et il n'y a pas de risque de dérive. Mais les risques sont là. Bientôt, n'importe qui va pouvoir envoyer son sang où on ne va pas quand même contrôler l'éventuelle grossesse des patientes avant qu'elles passent les frontières pour aller faire leur test ailleurs. Donc on est devant aussi des démarches commerciales de tout un tas de compagnies, très valables sur le plan scientifique d'ailleurs, qui nous donnent la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les dépistages. Et je ne crois pas que ça soit l'interdiction législative qui empêche ces patientes de l'avoir. Quand le dépistage prénatal a commencé en Allemagne, Israël Nizan, qui est le président du Collège national des gynécologues obstétriciens et à Strasbourg, et que j'aime beaucoup, a dit mais il faut interdire aux femmes enceintes de le faire à l'étranger. Il est à Strasbourg, je lui dis gentiment va-t-on faire un test de grossesse avant de passer? Et 15 jours après, il a dit non, il faut que ces choses-là soient également accessibles aux patientes françaises. On en arrive à un dernier point qui est dans l'évolution des choses, qui est le dépistage de porteurs sains. Vous êtes dans le dépistage de porteurs de BRCA1, BRCA2 qui peuvent amener sur des risques de cancer. Maintenant, les techniques de dépistage chez les parents, avant même la conception,
permettent d'identifier. Il suffit d'aller en Espagne, vous avez la liste des 600 maladies les plus fréquentes qu'on peut dépister chez les deux membres du couple avant même la conception. Et dans les congrès où je vais aux États-Unis, il y a des compagnies qui font des grandes réclames en disant plutôt que d'offrir aux futurs époux un voyage aux Caraïbes, offrez-leur un préconceptional screening pour savoir si ils ont... Mais c'est quand même une question qui se pose. Et d'ailleurs, Axel Kahn l'avait très bien écrit dans Le Monde il y a quelques mois. Est-ce que vous préférez qu'un enfant qui présente... Est-ce que je préfère qu'un enfant qui a une mucoviscidose, j'apprenne que ma fille et mon gendre sont porteurs du gène de la mucoviscidose parce qu'ils ont donné le jour à un enfant qui a une mucoviscidose, qui est une maladie grave, ou est-ce que vous préférez qu'on sache avant qu'ils sont porteurs du gène et qu'on puisse soit faire du diagnostic préimplantatoire, soit rechercher pendant la grossesse si l'enfant est atteint? C'est-à-dire qu'on est en train de passer pour les généticiens d'un dogme qui était celui qu'on attendait le premier enfant malade pour faire la recherche d'un porteur chez les parents, de portage chez les parents, au fait que maintenant, la science permet d'identifier chez les parents les risques avant même que la grossesse ait débuté. Et les principales indications, là aussi, sont tout à fait motivées. La mucoviscidose, environ 3500 enfants naissent chaque année aux États-Unis porteurs de mucoviscidose. Environ 1 sur 6000 enfants, entre 1 sur 6000 et 1 sur 10 000 enfants aux États-Unis, 300 000 naissances. 3 millions de naissances, excusez-moi, 800 000 en France, 3 millions de naissances aux États-Unis, environ 1 sur 6 000 à 1 sur 10 000 est porteur d'une amyotrophie spinale infantile. C'est abominable, l'amyotrophie spinale infantile, c'est un décès le plus souvent avant l'âge de 2 ans. Et donc, ça serait quand même intéressant de le savoir. Le législateur n'a absolument pas prévu à l'heure actuelle que puisse être fait en dehors de tout antécédent dans l'arbre généalogique, de pouvoir faire une étude de portage chez les deux parents. Et actuellement, ces choses-là sont punies par la loi en France. Mais, statement 26 février 2017 de l'American College des obstétriciens et des gynécologues, il faut que les patientes qui le désirent puissent avoir accès à au moins la mucoviscidose, l'amyotrophie spinale infantile, l'X fragile, en dépistage préconceptionnel. Donc on va y venir, d'une manière ou une autre, on va y venir, même si actuellement le législateur ne le permet pas. Et donc on arrive à cette différence. On va y venir avec des critères de dépistage bien stricts sur la gravité de la maladie et la fréquence du portage. Et donc... c'est un peu la différence entre le système américain qui repose sur l'information de la patiente et son libre choix et un système français législatif assez coercitif qui dit tout ce qui n'est pas autorisé pour l'instant ne peut pas être fait, ou du moins dans un système de santé où forcément sur le plan financier les choses sont normées. Tout ce qui n'est pas accessible à tous ne peut pas être accessible à un individuel. Mais le Conseil national d'éthique en 2013 avait raison en disant la question est davantage d'estimer à quelles conditions de tels tests pourraient être utilisés que d'imaginer qu'ils pourraient ne pas l'être, compte tenu de la très grande et très rapide avancée de tous ces tests. Et il avait également raison de dire que cela posait le problème de la nécessité de la prise en charge des personnes handicapées, l'acceptation de la différence et la définition de la normalité humaine, en se demandant si elle n'englobait pas le handicap et la maladie. Pour conclure, toute nouvelle technique suscite en général, dans un premier temps, un engouement inconditionnel ou alors un sentiment de peur.
avec mise en avant des retombées essentiellement négatives et potentiellement dangereuses de cette technique. Il est bien évident qu'on est devant des progrès indéniables en termes de dépistage prénatal non invasif, qu'on a maintenant un accès sur une simple prise de sang au génome fœtal et que ça ne va que s'amplifier, que le corps législatif qui représente la société a à réfléchir sur la manière d'encadrer ces dépistages pour éviter en effet les docteurs Folamour dans lesquels je ne me reconnais pas, et permettre ces études dans des structures qui permettent la pluridisciplinarité, en sachant que toutes ces oppositions éthiques sont très facilement balayées dès lors que les retombées positives des tests deviennent évidentes dans la population. Je vous remercie.